Nous faisons ce point presse sur la thématique de la jeunesse et la présentation par Madame la ministre déléguée, Madame Geneviève Darrieussecq, du plan Ambition Armée Jeunesse. Je vais donc très respectueusement céder la parole à Madame la ministre, qui interviendra, à la suite de laquelle nous aurons le général Menaouine qui fera également une intervention. Vous pourrez ensuite poser vos questions, prioritairement sur les questions de jeunesse. Et ensuite, nous enchaînerons sur la deuxième partie de ce point presse, plus traditionnel, avec les points d'actualité, l'agenda des ministres et le point sur les opérations. Je cède maintenant respectueusement la parole à Madame la ministre Darrieussecq. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis très heureuse d'être devant vous pour parler jeunesse. Parce qu'un pays qui n'investit pas pour sa jeunesse est un pays qui se prive de son futur. Il n'est en effet pas d'avenir durable pour une nation qu'avec une jeunesse engagée, enthousiaste, optimiste et citoyenne. C'est sur elle que nous portons nos espérances et c'est avec elle que nous construisons la France et l'Europe de demain. C'est pour cela que le gouvernement place la jeunesse au cœur de ses priorités, avec une exigence renforcée ces derniers mois. En effet, nos jeunes, qui devraient être à l'heure de tous les possibles, subissent de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. À l'été 2020, en lançant le plan Un jeune, une solution, le gouvernement a accentué l'effort en faveur de la formation, de l'insertion et de l'égalité des chances. Nous y mettons les moyens, plus de 9 milliards d'euros, et ainsi l'État mobilise un ensemble de leviers pour répondre à la grande diversité des situations. Un autre pan de la politique gouvernementale à destination de la jeunesse est le service national universel, voulu par le président de la République. Le service national universel est un beau projet de société qui favorisera la diffusion d'une culture de l'engagement et consolidera notre cohésion nationale. Sa préfiguration a malheureusement été freinée par la crise sanitaire, mais sa montée en puissance se confirme et en 2021, ce sont 25 000 places qui sont réservées aux jeunes volontaires de 15 à 17 ans. Et les armées non seulement accompagnent le développement de ce dispositif, mais y contribuent au premier plan. Le ministère des Armées est en effet, par toutes ses fibres, par son histoire et son présent, intimement lié à la jeunesse de notre pays. La poursuite de nos actions, malgré la pandémie, en témoigne. Nous avons pallié à certaines conséquences de la crise en augmentant, entre autres, nos offres d'apprentissage de 25% en 2021. Grâce à la mise en place de la journée défense et citoyenneté en ligne en novembre dernier, plus de 520 000 jeunes ont pu poursuivre leur parcours de citoyenneté au cours de ces derniers mois. Autre exemple, dans le cadre des vacances apprenantes à l'été 2020, le ministère des Armées, avec l'initiative baptisée Au cœur des armées, a permis à près de 3 500 jeunes âgés de 14 à 18 ans de découvrir, le temps d'une journée, une unité militaire située près de chez eux. C'est là aussi tout l'esprit de la relation que je souhaite entre les armées et la jeunesse. Alors, avec la montée en puissance du service national universel, dont le parcours modifie l'équilibre général de notre politique jeunesse, avec le plan gouvernemental Un jeune, une solution, avec l'impact de la crise inédite que nous connaissons, le temps est venu d'une nouvelle impulsion. Cette nouvelle impulsion, j'ai le plaisir de vous la présenter aujourd'hui et de vous présenter le plan Ambition Armée Jeunesse 2022, qui est une nouvelle étape et un raffermissement du lien que nous tissons chaque jour entre la jeunesse et les armées. Vous en conviendrez aisément, les politiques en faveur de la jeunesse n'ont de sens que si elles sont adaptées aux attentes des jeunes générations. C'est là notre ambition, répondre aux évolutions de notre société en proposant des dispositifs qui prennent sens pour la jeunesse. Alors, quels sont les objectifs du ministère des Armées quant à sa politique jeunesse ? Eh bien, ils sont triples. Le premier est celui de l'attractivité. Chaque année, 27 000 jeunes rejoignent les rangs de nos armées. C'est essentiel pour le maintien de nos forces, de notre modèle d'armée et de nos ambitions stratégiques.
afin de recruter des jeunes femmes et des jeunes hommes prêts à s'engager, il nous faut les intéresser, les informer. Le deuxième objectif est la consolidation du lien entre les armées et la nation. Il s'agit là de transmettre une culture de défense et de résilience, de renforcer notre cohésion nationale autour de nos valeurs et des principes républicains. Enfin, la politique jeunesse du ministère des Armées sert la justice sociale, à la fois moteur de l'égalité des chances et de la citoyenneté. Nous contribuons à l'épanouissement personnel de chacun, à offrir des possibilités d'engagement et à favoriser l'insertion professionnelle. En 2019, plus de 34 000 jeunes décrocheurs ont été mis en relation par la direction du service national et de la jeunesse, grâce au repérage dans les journées défense-citoyenneté, avec les services compétents, plateformes de lutte contre le décrochage, missions locales, qui sont les acteurs de terrain pour accueillir ces jeunes et leur donner des perspectives et les accompagner. Chaque année, ce sont près d'1 million de jeunes de 13 à 25 ans qui bénéficient des nombreux dispositifs proposés par nos armées. La journée défense et citoyenneté, rencontre privilégiée et incontournable entre les armées et la quasi-totalité d'une classe d'âge, en constitue aujourd'hui la clé de voûte. Mais les autres dispositifs, classes de défense et sécurité globale, stages découverte, cordées de la réussite, cadets de la défense, sont nombreux, variés et doivent également s'adapter et se développer. Vous l'aurez compris, le champ des possibles est très vaste. Cette offre remarquable, eh bien, j'ai voulu la perfectionner, la renouveler, la muscler, et le plan Ambition Armée Jeunesse 2022 va la rendre plus lisible tout en l'élargissant. Ce plan la rend plus cohérente et adaptée. J'ai souhaité que la pierre angulaire reste le contact et le concret. Rien ne vaut les rencontres entre les jeunes et l'institution. Ce nouveau plan reprend 5 objectifs opérationnels clairs. Réorganiser les activités jeunesse en les adaptant aux phases du service national universel. Assurer une meilleure représentation et répartition des différents dispositifs sur tous les territoires. Augmenter nos partenariats avec les acteurs locaux. Aller vers les jeunes qui ne connaissent pas ou ne bénéficient pas des actions des armées en leur faveur. Et proposer un parcours de défense innovant pour les jeunes. Ce parcours est une grande nouveauté du plan et je souhaite vous l'expliciter. Ce parcours se développera en 4 phases distinctes qui vont désormais rythmer le parcours des jeunes de l'âge moyen de 13 ans jusqu'à 19 ans et même au-delà. La première phase est la phase initiale. Et la phase initiale est celle de l'éveil. Elle propose aux jeunes de 13 à 16-17 ans, en complément de l'enseignement de défense, un ensemble de dispositifs qui sont déjà mis en place par le ministère. Les objectifs sont d'éveiller à l'esprit de défense et d'accompagner les actions conduites dans un cadre scolaire et périscolaire. Cette phase renforce nos dispositifs, stages découverte de 3e, cordée de la réussite, rallye citoyen, cadet de la défense et les classes de défense et sécurité globale. Ces classes sont actuellement inégalement réparties sur le territoire, mais elles permettent aux enseignants et aux militaires de travailler ensemble autour d'un projet pédagogique et éducatif. En 2020, plus de 370 classes de défense et sécurité globale sont actives sur le territoire au profit de plus de 9 250 jeunes bénéficiaires. Elles feront l'objet d'un travail de développement, l'objectif étant de les doubler et bien sûr, nous en renforcerons le rayonnement. J'y tiens particulièrement.
Après cette phase initiale, qui est celle de l'éveil, la phase 1 sera celle de la sensibilisation. Et cette phase 1 est marquée par la nouvelle journée défense et mémoire réalisée lors du stage de cohésion du service national universel, aux alentours de 16 ans. Amenée à remplacer à terme la JDC, cette JDM, la JDC, c'est la journée défense citoyenneté, la JDM, la journée défense et mémoire. Cette JDM permettra de sensibiliser à l'engagement et aux opportunités offertes par les armées, mais à un âge plus précoce qu'auparavant. La JDC se déroule vers 17-18 ans et la JDM se déroulera en seconde vers l'âge de 16 ans. Nous y proposerons 3 modules, défense, résilience et mémoire. La pédagogie sera centrée sur l'innovation et l'interactivité, à l'instar de l'utilisation du jeu de plateau collaboratif Décision Défense ou de diaporamas représentant le déroulé d'une cérémonie patriotique. C'est l'occasion qui nous est donnée de pouvoir expliquer ce que représentent les cérémonies et le déroulement des cérémonies auprès des jeunes générations. Bien sûr, un tuilage entre ces JDM et ces JDC sera indispensable et ce tuilage se déroulera sur plusieurs années en fonction de la montée en puissance du service national universel. Les outils numériques y seront de plus en plus utilisés, les messages seront simplifiés et une JDC dématérialisée sera proposée aux ressortissants français à l'étranger et à ceux qui en sont exemptés. Nous aurons une attention particulière pour les jeunes en situation de handicap qui feront l'objet de mesures destinées à favoriser leur participation. Après cette phase 1, qui est la phase de sensibilisation, eh bien, nous aurons la phase 2, qui sera la phase du service. Elle est principalement constituée par la réalisation pour les jeunes volontaires d'une mission d'intérêt général, défense ou mémorielle, au sein des armées, directions et services. La mission d'intérêt général est effectuée dans la même année que la journée défense-mémoire. Représente la phase d'engagement du service national universel. Cette phase est essentielle car il s'agit pour le ministère de convaincre le jeune d'envisager un engagement au sein du ministère et de l'inscrire déjà au sein de l'institution. Et donc la phase 3, au-delà des 16 ans, donc vers 17 ans, 18 ans, eh bien, la phase 3 est celle de l'engagement. Dans les armées, comme volontaire dans l'armée d'active, dans la réserve opérationnelle ou dans d'autres dispositifs. L'enjeu devient dès lors la fidélisation sur un des 27 000 postes proposés par le ministère des Armées. Le service civique, qui offrira dès cette année sur le plan national 240 000 places par an grâce au plan Un jeune, une solution, pourrait représenter également une nouvelle opportunité d'engagement pour attirer des jeunes au sein de notre ministère. Le service militaire volontaire, dit SMV, qui est un dispositif d'insertion professionnelle et qui se déroule en métropole, et le service militaire adapté à l'outre-mer, sont pérennisés dans leur mission. Nous avions déjà indiqué notre volonté avec Florence Parly de renforcer ces dispositifs qui ont prouvé leur efficacité. Et concernant le service militaire volontaire, l'effectif actuel de 1200 jeunes volontaires de cette année 2021 passera à 1500 dès l'année 2022. Alors vous le voyez, ce plan Ambition Jeunesse 2022 se caractérise par des évolutions sectorisées, mais il va se caractériser surtout par la mise en place d'un suivi individuel des jeunes qui ont marqué leur intérêt pour la communauté de défense. Et je tiens particulièrement à cette notion de parcours et de suivi individuel. C'est l'une des clés de la réussite.
L'instauration de ce parcours à destination de chaque jeune intéressé représente pour le ministère une opportunité stratégique. Ce plan s'accompagne d'une réflexion sur la gouvernance et, ce qui est essentiel pour moi, sur l'ancrage territorial de nos politiques jeunesse. Renforts en moyens humains et renforts en financement doivent être mieux identifiés et doivent être innovants. Chaque année, JDC et services militaires volontaires représentent 125 millions d'euros dans les budgets de notre ministère pour que ces missions soient accomplies. Je voudrais dire un mot de nos lycées de la Défense, qui eux aussi sont des socles de notre attention pour la jeunesse. Le plan lycée que j'ai mis en place dès 2017 nous permet d'investir très largement dans ces établissements qui sont pérennisés, de renforcer la qualité de leurs infrastructures et donc la qualité de l'accueil, de renforcer également la qualité des enseignements et de diversifier les formations au sein de ces lycées. Nous investissons largement à hauteur de plus de 100 millions d'euros dans ces établissements qui sont pour nous des établissements absolument essentiels. Donc, mesdames, messieurs, l'enjeu de la jeunesse est primordial et il est même vital. Et c'est pour cela que la jeunesse est au cœur de mes ambitions pour l'armée française. Je veillerai à ce que chaque jeune qui le souhaite puisse rencontrer nos armées et trouver des raisons d'engagement. Et pour cela, peu importe son département ou sa commune. C'est l'essence même du ministère des Armées, cette relation forte avec la jeunesse. Et avec cette ambition que nous avons dans ce plan, nous sommes fidèles au pacte de confiance sans cesse renouvelé entre les armées et la nation, au service de notre défense, de notre stratégie et de notre cohésion nationale. Ce sont nos engagements individuels, nos engagements collectifs pour et avec la jeunesse qui transforment notre promesse républicaine en réalité. Et c'est l'esprit de ce plan et c'est notre ambition. Je vous remercie. Je vais céder la parole au général Menaouine, directeur de la direction, chef de la direction du service national et de la jeunesse. Mon général. Madame la ministre, mesdames et messieurs, je suis heureux de pouvoir ce matin vous apporter, en complément de ce que vient de vous présenter Madame la ministre, des éclairages sur le plan Ambition Armée Jeunesse 2022. Si vous le permettez, je souhaiterais insister sur deux exemples fondamentaux qui illustrent bien la philosophie de ce plan et ce qui en a guidé aussi sa rédaction. Je souhaiterais tout d'abord m'attarder sur un de nos dispositifs phares que ce plan a l'ambition de développer fortement, nos 370 classes de défense et de sécurité globale, les CDSG. Comme vous l'avez compris, ces classes s'inscrivent dans la phase initiale, dite de l'éveil. Elles sont emblématiques aussi de la coopération très étroite avec l'éducation nationale pour transmettre les valeurs de la République, les valeurs d'engagement, de solidarité, de fraternité, et éveiller aux questions de défense et mémoire dans nos écoles. C'est un dispositif qui permet de créer un partenariat entre une classe et une entité militaire autour d'un projet pédagogique mené systématiquement à l'initiative d'une équipe éducative interdisciplinaire dans le cadre de l'enseignement de défense. Elles offrent aux enseignants et aux militaires l'opportunité de travailler ensemble autour d'actions pédagogiques dans lesquelles l'entité militaire marraine est un apport concret aux apprentissages. Madame la ministre, vous venez de le préciser, vous souhaitez à court terme en doubler le nombre et veiller à les développer dans les territoires, aussi bien en métropole qu'outre-mer, où nous comptons, outre-mer, d'ores et déjà, une quarantaine de ces classes. C'est l'exemple type d'un dispositif très simple à mettre en œuvre, peu coûteux, et qui contribue de façon très dynamique grâce aux collaborations très fructueuses qu'elle suscite et qui sont souvent très appréciées par les acteurs de terrain, au rayonnement des armées et au lien armée-jeunesse. Je précise que ces classes peuvent être ouvertes
avec tout type d'unité, un hôpital militaire, une musique militaire, le service de communication du ministère, puisque la DICODE parraine une de ces classes. Et Madame Florence Parly, la ministre des Armées, a d'ailleurs accueilli à l'hôtel de Brienne, le 11 mars dernier, une classe de défense et de sécurité globale, qui est désormais jumelée avec son cabinet militaire, et une classe qui est issue d'un collège du 18e arrondissement de Paris. Ces classes, sachez-le, forment un réseau qui a réalisé de nombreux travaux l'an dernier, qui a réalisé de nombreuses activités, qui soulignent leur dynamisme, des concours, des expositions communes, par exemple. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est la journée de défense et de citoyenneté, qui est au cœur de la phase dite de sensibilisation. Vous avez compris qu'avec la mise en œuvre du SNU, petit à petit, avec sa généralisation, on va développer les journées défense et mémoire. Mais aujourd'hui, le cœur de la phase de sensibilisation est bien la journée de défense et de citoyenneté. Aujourd'hui, donc, comme l'a dit Madame la Ministre, elle est la clé de voûte de notre politique de jeunesse. Alors, les journalistes qui sont devant moi, ou peut-être à ceux que j'ai croisés sur les têtes d'opération qui sont en ligne, si vous devez retenir aussi un message et un lien entre ce que vous voyez en opération et la journée de défense et de citoyenneté, sachez que tous les soldats que vous croisez aujourd'hui en opération ont rencontré officiellement, pour la première fois dans leur parcours de jeunesse, les armées à l'occasion de cette journée de défense et de citoyenneté. Chaque année, ce sont près de 800 000 jeunes Français et Françaises qui y participent. En 2020 d'ailleurs, avec les aménagements nécessaires face à la crise sanitaire, 615 000 jeunes ont pu, vaille que vaille, la réaliser sous une forme d'abord adaptée, puis, comme vous l'avez indiqué, Madame la Ministre, depuis le 23 novembre, sous une forme dématérialisée. Je voudrais rappeler aussi, pour ceux que les comparaisons avec nos pays voisins intéressent, que cette JDC est une singularité en Europe. Je dois vous confesser que 2 fois par an, j'interviens auprès des attachés de défense étrangers à Paris pour leur présenter notamment cette JDC en particulier et la politique de jeunesse du ministère des Armées en général. En effet, notre pays a fait le choix d'institutionnaliser avec cette JDC une rencontre obligatoire entre les jeunes, leurs armées et la gendarmerie. Vous pouvez le vérifier, vous ne trouverez nulle comparaison possible avec nos pays européens. Cette journée s'appuie sur des présentations et des échanges interactifs avec des militaires pour apporter à chaque jeune citoyen, aujourd'hui, âgé environ de 17 ans et demi, une information sur sa défense, ses armées, ainsi qu'une sensibilisation à l'esprit de défense et de sécurité. Elle permet aussi de détecter, à travers un test, les jeunes en difficulté scolaire et de contribuer à leur insertion dans la société en les orientant utilement vers les organismes ad hoc comme les missions locales et en leur présentant toutes les formes d'engagement. Madame la Ministre a évoqué le service civique. Pour votre information, aujourd'hui, 13% des jeunes qui effectuent un service civique ont découvert l'existence même du service civique à l'occasion de la JDC. Cette JDC, enfin, et surtout pour les armées, permet, à travers un questionnaire, d'identifier les jeunes intéressés par telle ou telle armée. Cela nous permet de transmettre plus de 200 000 demandes de contact au service de recrutement des armées. Il y a donc un lien direct et très fort entre la JDC et les besoins de recrutement des armées. Nous avons d'ailleurs mené plus récemment une enquête avec le service des ressources humaines de l'armée de terre, une enquête sur des données transmises entre 2013 et 2019, qui nous montre qu'en fait, la JDC, toutes les 3 JDC génèrent un recrutement pour l'armée de terre. Je précise là qu'il s'agit bien de JDC présentiel, parce que comme vous l'avez indiqué, Madame la Ministre, ce qui nous importe, nous, c'est vraiment de maintenir un contact physique, une rencontre présentielle entre les jeunes et leur institution militaire. Demain, avec la généralisation du SNU, ce moment de rencontre avec les armées s'effectuera à l'occasion de la journée Défense et Mémoire, dont j'avais présenté l'une des activités phares, le jeu Décision Défense, à certains d'entre vous en janvier dernier,
Alors, quand je dis en janvier dernier, le temps passe vite, je m'en excuse, c'était en janvier 2020. Voilà. Cette généralisation du SNU permettra à certains de ces jeunes, à l'occasion d'une mission d'intérêt général, dans le cadre de la troisième phase, d'approfondir leurs connaissances avec les armées. Mais retenez qu'au-delà du SNU, le parcours de ce plan a l'ambition de mettre en place, l'ambition de mettre en place, doit aussi offrir des occasions de rencontre avec tous ceux qui, sous une forme ou une autre, veulent venir vers nous. J'entends là les stages, les périodes d'apprentissage, qui permettent à ces jeunes de venir travailler avec nous, à nos côtés. Et je peux en témoigner en tant que directeur du service national à la jeunesse, au sein de ma direction, j'ai plus de 50 jeunes qui sont soit en service civique, soit en stage, qui travaillent à nos côtés. Comme aujourd'hui, et ça aussi je tiens à le souligner, les armées sont au cœur de ce plan, qui mobilise, et vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, tous les acteurs de terrain. Et au-delà des unités, je tiens notamment à souligner l'investissement des délégués militaires départementaux et des centres du service national de la jeunesse, qui, en métropole et outre-mer, portent toutes ces actions. En conclusion, cette ambition répond bien à tous ces défis en instituant un parcours et un suivi individuel, bien jalonné par différentes phases qui vous ont été présentées, l'éveil, la sensibilisation, le service et l'engagement, avec l'ambition nouvelle aussi de faire de chaque jeune un acteur moteur du lien armée-jeunesse, quel que soit son âge, son parcours, quels que soient ses projets futurs et quel que soit l'endroit où il réside. Je vous remercie. Merci, mon général. Bien, je vais d'abord demander s'il y a des questions dans les journalistes qui sont dans la salle. Madame. Madame la ministre, bonjour. Quelles sont les solutions humaines que vous proposez pour pallier aux conséquences psychologiques dont on parle beaucoup sur la Covid, avec 29% de dépression, c'est un chiffre donc annoncé chez les jeunes, l'augmentation de tabac, une augmentation d'alcool et de drogue. C'est une situation qui préoccupe beaucoup les professionnels de santé qu'on rencontre et bien sûr les familles. Oui, et je partage la préoccupation des parents, la préoccupation des professionnels de santé sur effectivement les conséquences sur la vie et la santé de ces jeunes qui sont actuellement dans des périodes, quand on est jeune, il faut se projeter. Et ils ont des difficultés à se projeter dans un avenir, dans cette période sanitaire qui dure. Moi, je veux avoir auprès d'eux d'abord un message d'optimisme. Parce que je vois beaucoup de jeunes qui sont aussi optimistes et qui se mettent en œuvre pour créer que ce soit dans l'associatif, des actions de solidarité, des actions de proximité. Et je pense que la jeunesse peut venir en soutien de la jeunesse. Et j'ai vu des exemples d'engagement associatif, de soutien de certains jeunes vis-à-vis d'autres jeunes, et je trouve ça assez formidable. Alors, que peuvent faire nos armées? Nos armées, bien entendu, elles sont dans ces dispositifs vis-à-vis de la jeunesse, bien sûr, que nous essayons toujours de leur porter des messages de perspective, parce que c'est ça, je crois, l'important, c'est de donner des perspectives. Et vous avez bien compris qu'il était très difficile de donner des perspectives très claires dans une période de pandémie où, en fait, nos perspectives sont souvent suivent l'évolution du virus. Mais je crois que ce qu'il faut, les messages qu'il faut avoir auprès de la jeunesse, c'est que cette période va se terminer. Ils trouvent cela long, je les comprends. Cette période va se terminer et il faut que nous leur offrions justement des perspectives pour leur avenir. Et ce plan armée-jeunesse fait partie aussi pour nous de cet apport de nos armées dans les capacités à pouvoir se projeter vers ou des formations ou des engagements. Bon, voilà, tout cela fait partie de ce que nous devons donner collectivement à notre jeunesse, mais l'assurer de notre soutien et essayer de lui donner des perspectives sans minimiser
et je ne veux surtout pas le minimiser, la période de fatigue et qu'elle subit actuellement parce que justement, voilà, elle se sent empêchée et elle manque de perspective. Donc à nous, et à notre niveau ici au ministère aussi, de pouvoir les mettre dans une dynamique de perspective qui dépassera cette crise sanitaire. Mais on compte sur eux, je peux vous le dire. Avez-vous d'autres questions? Si, oui, pardon, monsieur. Ce n'est pas une question en lien direct avec le plan que vous nous présentez aujourd'hui, mais ça concerne quand même le général Menaouine et le service national. On entend de plus en plus évoquer l'éventualité d'un conflit de haute intensité. Et il y a des questions qui se posent derrière. Moyens capacitaires, et il y a un bruit qui enfle, que va faire l'arrière? Comment pourra tenir l'arrière? Et il y a un bruit qui enfle, qui voudrait ressusciter la défense opérationnelle du territoire. Est-ce que aujourd'hui, d'après ce que vous savez de la sensibilité des jeunes, on pourrait trouver chaque année 15 000 volontaires pour un service militaire? Écoutez, moi je laisserai le général Menaouine compléter. Notre modèle d'armée est un modèle d'armée de flux, hein, avec 27 000 jeunes recrutés dans nos armées de façon annuelle, tous les ans. Donc nous sommes le plus grand recruteur de jeunes à l'échelle du pays. Et nous avons besoin de jeunes de tout niveau de formation, y compris de formation pointue dans certains domaines, pour justement aller dans pouvoir être particulièrement investi dans l'évolution de ces conflits de haute intensité dont vous parlez. Et puis nous avons aussi la réserve. Et la réserve opérationnelle est une réserve qui est tout à fait indispensable au fonctionnement de nos armées. Nous sommes arrivés au plafond que nous nous étions fixés de plus de 40 000 réservistes opérationnels où la jeunesse s'engage aussi majoritairement. Et donc, voilà, nous comptons sur la jeunesse dans ce domaine-là. Ensuite, et je pense qu'avec ces capacités de nos armées, ce renouvellement et cette réserve opérationnelle, nos engagements dans les conflits à venir seront tenus, puisque nous avons également des renforcements en ressources humaines dans certains domaines qui sont des domaines particulièrement sensibles. Voilà ce que personnellement je peux vous répondre. Maintenant, je laisse la parole au général avec des compléments s'il le souhaite. Non, Madame la Ministre, vous avez effectivement évoqué, alors vous évoquez, monsieur le chiffre de 15 000, on recrute déjà 25 000 jeunes par an. Il y a effectivement l'apport nécessaire et primordial de la réserve opérationnelle. Mais si vous voulez, si vous faites référence à ce que j'évoquais en 2018, quand j'étais en charge du GTSNU, au-delà des conflits de haute intensité, hein, le service national universel a aussi vocation à pouvoir mobiliser les jeunes pour faire face à tout type de menaces ou de risques. Hein. Vous évoquez, vous, un conflit de haute intensité, mais la situation Covid que nous traversons le démontre bien. On n'est pas à l'abri de difficultés liées à des crises ou liées par exemple à des règlements climatiques ou à des incidents industriels majeurs qui supposeraient une mobilisation de notre jeunesse. Et la pandémie est exactement, en fait, le témoin de cette nécessité que nous avons de mobiliser notre jeunesse. Et notre jeunesse est venue. J'en veux pour preuve que la jeunesse, aujourd'hui, elle est venue dans le monde associatif, elle s'est rassemblée dans le monde associatif pour constituer des repas, pour porter des repas, pour aider des personnes âgées. Donc, cette jeunesse dont nous avons besoin, dont la France a besoin, peut être mobilisée, alors je comprends bien ici, avec une préoccupation des menaces liées à des conflits de haute intensité, mais l'exemple du Covid nous montre qu'elle a de nombreuses voies pour s'engager. Et elle l'a fait. Et elle l'a fait. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Oui, bonjour, Myriel Crafret, je suis journaliste indépendant. Je voulais revenir, Madame la Ministre, si vous permettez. Le SNU a évoqué 25 places pour les 15 réservées pour les
2021. Moi, j'avoue que je suis un peu monté en puissance du SNU. Est-ce que vous pourriez nous redonner des chiffres pour 2020, 2021 et les prévisions 2022? Merci beaucoup. Je n'ai pas entendu complètement le début de votre question, mais j'ai entendu la fin et je pense que c'est, je vais pouvoir y répondre. En 2019, nous étions donc sur un démarrage, une cohorte de volontaires de 2000 qui a été déployée dans 13 régions. Et nous avions en ligne de mire, bien entendu, d'avoir une cohorte bien de 20 000 en 2020 qui n'a pas pu se dérouler en raison des conditions sanitaires. Donc, bien entendu, le développement du service national universel a été mis entre parenthèses dans cette période de pandémie, comme beaucoup d'activités malheureusement. Et notre ambition, enfin l'ambition, je rappelle qu'il est porté, c'est un projet qui est porté par le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse. Nous ne faisons que participer à ce dispositif. Les objectifs affichés étaient de 25 000 jeunes volontaires, bien sûr, qui participeraient à ce service national universel dans cette année 2021. J'espère que j'ai répondu à votre question. Peut-être, si je puis me permettre, pour 2022, vous avez aussi une prévision, un objectif ou pas encore? Écoutez, pour 2022, moi, je n'ai pas d'objectif particulier. Je pense qu'il faudra poser la question à Sarah El Haïry, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, qui suit ces projets. Merci. Pas de questions, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Voilà. Je suis très heureuse d'avoir pu vous présenter ce plan, vous redire que les armées et la jeunesse, eh bien, voilà, se connaissent bien en définitive, que eh bien, nous voulons encore mieux structurer tout cela, donner plus de lisibilité et en tout cas être toujours présent auprès de la jeunesse. Bien sûr, parce que la jeunesse est importante pour nos armées et pour nos recrutements, mais aussi parce que je pense que les valeurs de nos armées, autour de la solidarité, de la fraternité et des valeurs de notre République, sont aussi à partager avec la jeunesse, ce que nous faisons dans tous les dispositifs qui sont les dispositifs mis en œuvre et tous ceux qui vont être développés sur tout le territoire français dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre présence, pour ceux qui sont là à Ballard, merci à ceux qui sont connectés, que ce soit en audio ou en visio, pour ce 10e point presse de 2021. Nous avons des contraintes sanitaires renforcées suite aux décisions gouvernementales récentes, donc merci beaucoup pour votre compréhension et cette diminution de jauge. Nous allons commencer par les sujets d'actualité, puis l'agenda des deux ministres, puis je céderai la parole au colonel Barbry pour le point sur les opérations. Tout d'abord, les sujets d'actualité. Un premier point relatif aux contributions du ministère des Armées en matière de vaccination. Alors, c'est un sujet évidemment d'intérêt brûlant. Ce que nous pouvons vous dire à ce stade, c'est qu'un travail de planification approfondi est en cours au niveau gouvernemental pour accélérer encore l'effort de vaccination. Et le ministère des Armées y participe évidemment. La réflexion, elle porte à minima sur les hôpitaux d'instruction des armées. Comment il pourrait accueillir plus de Français pour se faire vacciner en fonction de l'arrivée et de la mise à disposition des doses de vaccins. Nous pourrions aller au-delà des hôpitaux d'instruction des armées, mais il est encore trop tôt pour vous donner les détails. Nous le ferons dès que possible. Mais sachez que le ministère des Armées prend sa part, évidemment, à l'effort collectif de vaccination des Français. Néanmoins, je vais, sans en dire plus sur ce sujet, vous rappeler quelques chiffres relatifs à la vaccination au ministère des Armées. Bon, vous avez tous en tête les livraisons de doses qui ont été effectuées le week-end dernier à Saint-Pierre-et-Miquelon, 9 600 doses. En Polynésie, début janvier, 15 000 doses. En Nouvelle-Calédonie, début janvier, 15 000 doses également. Et 1 millier de doses à Mayotte, fin janvier. Nous avons organisé des opérations spécifiques les 2 week-ends précédents, vous vous en souvenez, les week-ends du 6 et 7 mars, les hôpitaux d'instruction des armées Bégin à Saint-Mandé, Le Gouest à Metz, Robert-Picqué à Bordeaux et Sainte-Anne à Toulon ont délivré 1000 doses.
et le dernier week-end du 13 et 14 mars, les hôpitaux de Bégin, de Percy et de Sainte-Anne ont permis d'administrer 1560 doses. À la date du 23 mars, dans nos hôpitaux d'instruction des armées, 7600 doses ont été injectées à des patients civils. Et parmi ces patients civils, 1466 ont complété totalement leur schéma vaccinal, c'est-à-dire qu'ils ont reçu 2 doses. Au sein du ministère des Armées, à la date du 23 mars, 2759 personnels du service de santé des armées ont complété leur schéma vaccinal, c'est-à-dire qu'ils ont reçu 2 doses. Donc 24% des soignants du SSA sont aujourd'hui vaccinés et sont arrivés à terminaison de leur schéma vaccinal. En ce qui concerne la population militaire, à la date du 23 mars également, 7833 militaires ont reçu leur première injection et 6351 ont reçu leur seconde injection. Voilà les éléments que nous pouvons aujourd'hui, à cette heure, vous communiquer en matière de vaccination et de contribution du ministère des Armées. Deuxième point d'actualité, la livraison du 18e A400M. C'est un plaisir d'annoncer que le 24 mars, le 18e A400M français a été réceptionné par la Direction générale de l'armement sur son lieu de production qui est l'usine Airbus à Séville, et sa livraison à l'armée de l'air va intervenir dans les prochains jours sur la base aérienne d'Orléans-Brissy, base aérienne 123, commandant Charles Paoli. Pour la France, c'est le premier A400M qui est doté nativement des dernières capacités de l'A400M au dernier standard, avec en particulier le largage des parachutistes en simultané par les 2 portes et le vol automatique à très basse altitude. Donc un petit peu plus en détail, sur la première capacité, le largage des parachutistes par les 2 portes, la jauge de largage montera donc à 58 parachutistes par porte, de manière simultanée. Donc c'est une amélioration significative de la capacité qui jusque-là était limitée à 30 parachutistes pour les avions livrés neufs. La deuxième capacité relève donc de la capacité de suivi de terrain à très basse altitude en mode automatique. À ce stade, dans des conditions de vol à vue, et un peu plus tard dans l'année, des conditions de vol sans visibilité. Donc c'est une première mondiale pour un avion de transport, et cette nouvelle capacité, qui sera bientôt disponible sur l'ensemble de la flotte, permettra à l'A400M de jouer un rôle primordial pour assurer l'entrée en premier de troupes ou de matériel sur un théâtre d'opération. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le rôle éminent joué par les A400M, que ce soit lors du passage du cyclone Irma ou dans le cadre de l'opération Résilience, pour transférer des patients, vous l'avez tous en tête. Je rappelle qu'au titre de la loi de programmation militaire, 11 A400M seront livrés par Airbus durant cette période, et nous aurons donc, nous la France, un total de 25 aéronefs en service fin 2025. Ce programme représente 10 000 emplois en Europe, 2 400 en France, avec 80 entreprises sur le territoire national impliquées dans cette production d'A400M. Troisième point d'actualité, l'organisation d'un hackathon autour de l'énergie et des données. C'était une décision de la ministre des Armées lors de la présentation de la stratégie énergétique de défense le 25 septembre dernier, qui poursuit 3 objectifs: consommer sûr, consommer moins, consommer mieux. Un des axes de cette stratégie consistait à prévenir les risques et proposer des solutions innovantes d'analyse de données grâce à l'intelligence artificielle, d'où ce recours à un hackathon, provenant de la contraction entre hacker et marathon. Donc concrètement, c'est une rencontre de développeurs informatiques qui se réunissent pour faire de la programmation informatique collaborative, processus couramment utilisé dans le domaine de l'innovation numérique. Ce hackathon est organisé sous l'égide du Secrétariat général pour l'administration, co-organisé en particulier par la mission des achats de défense de la Direction des affaires financières, ainsi que le labo Business Intelligence et Big Data de la mission d'aide au pilotage de la délégation à la transformation et à la performance ministérielle du SGA. Évidemment, la division énergie opérationnelle de l'état-major des armées et le COM cyber concourent aux travaux. Ce hackathon se déroule du 29 mars au 5 avril. Il est ouvert aux étudiants qui étudient en France et aux agents publics qui sont spécialistes de la data. Les profils qui sont recherchés sont des spécialistes de la donnée, donc des data scientists, des data engineers notamment, mais aussi des profils davantage tournés vers le besoin utilisateur ou même ceux qui font du marketing digital. Les équipes seront composées de 1 à 5 personnes.
Inscription possible jusqu'au 2 avril et les équipes ont jusqu'au 5 avril pour remettre leurs livrables. Le jury sera présidé par M. Krajicki, qui est le directeur de projet Intelligence artificielle à l'Agence de l'innovation de défense. Il sera composé de 9 personnes, dont 4 femmes, qui appartiennent à la DGA, au SID, à l'EMA, à l'ANSSI, à la DGSE, au ComCyber et au Contrôle général des armées. Ce jury aura 3 jours, du 6 au 8 avril, pour analyser les solutions et délivrer sa sentence le 9 avril. Son verdict, aurais-je dû dire. Quelques exemples concrets de sujets sur lesquels les étudiants et les agents publics pourraient plancher pendant ce défi. Interception d'ondes radio sur des capteurs d'énergie. Concrètement, il s'agit de hacker le login et le mot de passe. Connaissant la consommation d'électricité sur un réseau d'électricité global, être capable d'identifier activité par activité quels sont les data centers, quels sont les lieux administratifs, quels sont les restaurants, quels sont les logements. Globalement, comprendre en prenant un échantillon de consommation énergétique sur 1 minute, 10 minutes, quels sont les usages de ces utilisateurs et éventuellement d'anticiper les usages à venir. Voilà ce qui fera l'objet de ce défi. 4e point d'actualité, le lancement d'un pôle d'innovation équipement terrestre et aéroterrestre en Île-de-France. Le général Gomard, qui est le major général de l'armée de terre, vient de signer mercredi 24 mars une convention de partenariat avec l'Institut Polytechnique de Paris, l'Université Paris-Saclay et le GICAT. Ce pôle d'innovation s'appelle Gaïa, pour Groupement Académie Industrie Ingénieurs d'Île-de-France pour l'innovation au profit de l'armée de terre. C'est un pôle qui est soutenu par l'Agence Innovation de Défense. L'idée est de faire travailler ensemble les utilisateurs, que sont l'armée de terre, la maîtrise d'ouvrage, qui est l'AID, les scientifiques et le tissu industriel, pour favoriser la dynamique d'innovation dans le domaine de la défense terrestre. Quelques exemples de projets sur lesquels ce pôle travaillera: la rusticité des systèmes embarqués sur les plateformes, l'augmentation des capacités de détection d'essaims de drones, la gestion des véhicules autonomes et des robots, la sécurisation des dispositifs de connectivité mobile type 5G, 6G et la fabrication additive. Ce pôle comprendra aussi une réflexion sur le lancement d'une plateforme technologique qui regrouperait une zone étude, une zone démonstration, notamment des pistes d'essai, et des zones d'expérimentation militaire. Ce travail sera conjoint évidemment avec le pôle d'innovation technologique basé à Bourges, consacré à l'armement terrestre et aux technologies terrestres. 5e sujet d'actualité, plusieurs sujets en un. Dans la suite de la présentation du plan Ambition Armée-Jeunesse par la ministre déléguée, Madame Darrieussecq, quelques exemples de la part de l'armée de l'air sur cet accompagnement de la thématique de la jeunesse. Tout d'abord, je vous rappelle le lancement par le général Lavigne, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, en juillet 2019, des escadrilles Air Jeunesse. Concrètement, c'est un dispositif qui s'adresse aux jeunes de 12 à 25 ans qui souhaitent s'impliquer dans l'aéronautique et le spatial. On offre à ces jeunes un parcours centré sur les valeurs de l'armée de l'air et de l'espace et de l'aéronautique. À ce stade, nous avons 9 sites de préfiguration et nous accueillons dans ces escadrilles Air Jeunesse 400 jeunes, qu'on appelle des équipiers, qui ont 16 ans d'âge en moyenne et qui suivent des activités liées à l'aéronautique, à l'histoire et aux traditions de l'armée de l'air et de l'espace, des activités sportives, de cohésion, des modules de leadership. L'objectif est de monter en puissance sur ce dispositif qui prochainement quittera son stade de préfiguration. Nous souhaitons mailler l'ensemble du territoire national avec à minima, sur chaque site de l'armée de l'air et de l'espace en métropole et en outre-mer, la présence d'une escadrille Air Jeunesse. Deuxième sous-point pour cette thématique jeunesse au sein de l'armée de l'air et de l'espace, l'organisation de stages citoyenneté pour les mineurs par l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air basée à Saintes. L'idée est pour les mineurs ayant été condamnés à des infractions et pour lesquels une peine de suivi d'un stage citoyenneté est donnée, et bien que ces jeunes aient l'occasion d'aller visiter l'école de Saintes. C'est organisé avec le tribunal de grande instance de Saintes et une association spécialisée dans la réinsertion des jeunes délinquants. Voilà, donc très concrètement, il s'agira d'accueillir de temps en temps, une après-midi, par cette école de l'armée de l'air, une rencontre type journée défense et citoyenneté avec une visite des installations de la base et une sensibilisation aux enjeux de défense. Troisième sous-point, le partenariat entre cette même école et le lycée polyvalent Marcel Dassault de Saintes, qui accueille chaque année 12 élèves en BTS aéronautique qui permettent
Et cette école permet à ces 12 élèves de travailler sur des plateaux techniques, avion Epsilon, Mirage 2000, Alpha Jet, drone Harfang, et cela donc permet à ces jeunes étudiants de passer des contrôles directement sur des aéronefs ateliers, entre guillemets. Dernier élément, je vous signale un concert caritatif de l'Orchestre d'harmonie de la musique de l'air au profit de la Fondation des œuvres sociales de l'air. Un concert qui aura lieu dans le Conservatoire à rayonnement régional de Paris. Il sera retransmis sur la chaîne YouTube de l'Armée de l'air et de l'espace ce 26 mars à 19h. C'est un concert gratuit, mais chacun est invité à effectuer un don au bénéfice de cette fondation qui porte assistance aux orphelins, aux familles et aux blessés de la communauté aéronautique. Chaque année, cette fondation des œuvres sociales de l'air porte assistance à 150 familles, 300 orphelins et 40 blessés. Avant-dernier point d'actualité, je vous rappelle que nous sommes actuellement dans une phase d'appel à projet pour commémorer autrement. Donc, nous avons lancé un appel aux idées créatives et innovantes pour renouveler l'acte commémoratif et mémoriel, créer de nouveaux outils de découverte et d'apprentissage, et susciter ainsi la curiosité et l'intérêt du public. Qui peut y participer? Des sociétés de production, des artistes, des auteurs, des influenceurs, des établissements publics, des associations. Cet appel à projet se clôture le 30 avril. Une subvention s'accompagnera de cet appel à projet pour les lauréats. Et les personnes intéressées ou les organismes intéressés peuvent candidater sur chemindemémoire.gouv.fr. Dernier point d'actualité, mais cela n'aura échappé à personne, la nomination du major général de l'armée de l'air et de l'espace, le général Frédéric Parisot, en remplacement du général Hautelet, devenu entre-temps major général des armées. Voilà, j'en ai fini pour les points d'actualité du ministère des Armées. Y a-t-il des questions? Très bien. Nous poursuivons donc par l'agenda de Mme Parly et de Mme Darrieussecq. Ce jeudi soir, la ministre des Armées, Florence Parly, s'entretient avec le ministre de la Défense britannique, Ben Wallace. Cet entretien intervient quelques jours après la publication de 2 documents cadres par le gouvernement britannique, l'Integrated Review et le Defense Common Paper, qui sont 2 documents destinés à orienter l'effort de défense britannique. Le ministre Ben Wallace présentera donc à la ministre des Armées les conclusions de ces travaux, et l'entretien permettra bien sûr de faire un point sur nos coopérations industrielles et opérationnelles, afin de renforcer notre volonté de coopération. Je ne reviens pas sur les nombreux axes de coopération entre les 2 pays que j'avais déjà mentionnés la semaine dernière. Demain, vendredi 26, la ministre s'entretiendra avec le ministre de la Défense nigérien, M. Issoufou Katambe. Pour rappel, elle avait reçu pour la première fois son homologue à l'hôtel de Brienne le 26 janvier dernier, quelques jours avant la tenue du sommet de N'Djamena. Il s'agit cette fois d'un entretien téléphonique qui sera notamment l'occasion pour la ministre de présenter ses condoléances à son homologue, après les récentes attaques qui ont causé la mort de plus de 200 victimes civiles ces derniers jours au Niger. Le Niger est évidemment un pays ami, un partenaire indispensable à notre lutte contre le terrorisme sur le terrain. Les 2 ministres reviendront donc sur le bilan du sommet de N'Djamena, au cours duquel le président de la République a précisé l'orientation stratégique de notre action au Sahel, avec notamment un accent qui doit être mis sur la force Takuba, d'accompagnement et de formation des militaires sahéliens. Les 2 ministres feront également un point sur le partenariat entre nos 2 armées, que ce soit sur le plan bilatéral ou dans le cadre de notre coopération avec la force conjointe du G5 Sahel. Et la ministre des Armées remerciera le Niger pour son engagement sans faille à nos côtés. Je rappelle que sur les 4000 un peu plus soldats de la force conjointe du G5, plus de 1000 sont nigériens, que le Niger s'est très activement engagé avec nous sur le terrain, notamment dans la zone des 3 frontières, dans le cadre de l'opération Bourrasque fin 2020, Eclipse début 2021, que le Niger est présent au sein de la MINUSMA avec plus de 800 hommes et que bientôt l'EUTM Mali formera des soldats nigériens. Elle s'entretiendra ensuite avec son homologue polonais, M. Bladczak, toujours dans le cadre de la préparation de la présidence française de l'Union européenne. Nous échangerons, la ministre échangera avec son homologue polonais sur nos priorités et les projets à mener en coopération. Lundi prochain, déplacement de la ministre à Lorient sur 2 sites de Naval Group. Elle visitera tout d'abord le bureau d'études de Naval Group dédié aux porte-avions de nouvelle génération. Vous avez bien en tête le calendrier de ce programme. Jusqu'en 2025, nous sommes dans une phase d'étude. Concrètement, il s'agit de concevoir les plans détaillés de la plateforme, d'intégrer les catapultes, la chaufferie, le système de combat. La réalisation à proprement parler commencera en 2025 pour des essais à la mer en 2036,
une admission au service actif en 2038, qui correspond au retrait de service du porte-avions Charles de Gaulle. Propulsion nucléaire, je n'y reviens pas. 2000 emplois mobilisés sur toute la durée du projet, partout en France, notamment dans les Pays de la Loire, en Bretagne et dans le sud de la France. La ministre enchaînera ensuite avec un deuxième site de Naval Group à Lorient, que sont les chantiers de construction des frégates de défense et d'intervention. Une annonce importante sera faite lors de ce déplacement, relative au plan de charge de Naval Group et donc à l'ensemble de ses sous-traitants. Elle y prononcera un discours. Je vous rappelle le calendrier actuel de livraison des frégates de défense et d'intervention. Première frégate livrée en 2024, deuxième en 2025, troisième en 2026, quatrième en 2028 et cinquième en 2029. Il s'agit du calendrier actuel sur lequel la ministre pourrait revenir lors de son discours. Mardi 30, la ministre se rendra aux côtés de Madame Darrieussecq dans les locaux de l'entreprise Télérad à Anglet, déplacement qu'elle avait dû reporter jeudi dernier en raison d'une contrainte d'agenda. J'ai déjà longuement expliqué les enjeux de cette visite, je n'y reviendrai pas. Il s'agit d'assister à la signature du contrat de fabrication des bouées acoustiques sonoflash de détection sous-marine entre l'industriel Thales, maître d'œuvre du projet, et l'entreprise Télérad, spécialisée dans les systèmes de communication radio de ces bouées. Je vous renvoie au dossier de presse qui vous avait été communiqué la semaine dernière. Mercredi 31, comme tous les mercredis, la ministre enchaînera un conseil restreint de défense et un conseil des ministres. Elle s'entretiendra ensuite avec le général Burkhardt, chef d'état-major de l'armée de terre. Si vous avez des questions relatives à l'agenda des deux ministres, je suis à votre disposition. Dans la négative, je cède donc la parole au colonel Barbry pour un point sur les opérations. Merci, monsieur le porte-parole. Bonjour à toutes et tous. Actualité des opérations pour la semaine écoulée. En 5 points, sur Barkhane, Corimbe, Jeanne d'Arc, la mission Clémenceau 21 et enfin Chamal. Alors, je vais débuter avec vous avec un point sur le dispositif de la force Barkhane, avec les relèves majeures qui sont effectuées, puisque vous le savez, au cours des dernières semaines, la force Barkhane a fait l'objet de nombreuses relèves et son dispositif a été adapté pour répondre au mieux aux besoins opérationnels du théâtre. Sont ainsi 5 groupements tactiques désert et le groupement commando qui constituent l'ossature du dispositif terrestre français, sans préjudice bien évidemment de la composante essentielle aérienne que j'évoquerai avec vous dans un prochain point presse. Alors tout d'abord, le groupement tactique désert Bison, il succède au groupement tactique désert Lamy. Il est armé principalement par le 126e régiment d'infanterie. Il est opérationnel depuis le 10 mars dernier et il assurera pour partie la protection du dispositif français, mais il mènera également des opérations de combat dans la région dite des Trois Frontières. Le deuxième GTD, c'est le GTD Douaumont qui succède au GTD Conti. Le GTD Douaumont, il est armé principalement par le régiment d'infanterie chars de marine. Il sera au cœur du partenariat de combat en accompagnant nos forces partenaires sur le terrain. Ensuite, un GTD particulier, c'est le GTD Chimère. Il est armé par le 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine. Il est renforcé d'éléments constitutifs et des unités de la 11e brigade parachutiste. Le GTD Chimère forme un 3e groupement tactique désert et il est créé dans le cadre de l'adaptation permanente du dispositif. Alors, il est opérationnel ce jour et il va opérer avec un bataillon tchadien de la force conjointe du G5 Sahel dans la zone dite des Trois Frontières. On bascule ensuite au groupement commando, puisque j'avais pu l'évoquer avec vous. Il était armé précédemment uniquement par des GCP et des GCM. Le groupement commando, il intègre désormais des groupements d'aide à l'engagement débarqué. Et cette adaptation se fait à effectif constant et comprend également une modification du commandement, puisque auparavant, ce groupement commando, il était directement aux ordres du groupement tactique désert aéromobilité. Et maintenant, il est directement sous le contrôle opérationnel du Commandfort. Le GTD aérocombat, justement, puisque le groupement tactique désert Ombori, donc aéromobile, est armé aujourd'hui par le 3e régiment d'hélicoptères de combat, qui lui-même est renforcé par d'autres éléments de la brigade d'aérocombat. Il met en œuvre 23 hélicoptères, incluant le renfort ponctuel des 3 Pumas venant de Djibouti et que j'avais pu évoquer avec vous également la semaine dernière. Le GTD logistique Charente, depuis le 7 février, c'est donc le GTD logistique Mayence qui a cédé sa place au GTD logistique Charente, qui comprend des éléments du 515e régiment du train et du 2e régiment de matériel.
Je voulais évoquer également avec vous le déploiement d'un A330 Phénix en BSS, puisque le 22 mars, il y a 3 jours, un nouvel A330 Phénix de l'armée de l'air et de l'espace s'est posé sur la base aérienne de N'Djamena, prenant la relève de l'un des C-135. Il s'agit du premier détachement opérationnel en BSS, et cette relève, elle illustre la montée en puissance de la flotte des nouveaux avions ravitailleurs français. Alors, disposant de 2 configurations qui lui permettent d'effectuer simultanément du transport de troupes et de matériel ainsi que du ravitaillement en vol, il offre une capacité d'emport largement supérieure au C-135 et il apporte ainsi une plus-value significative à la conduite des opérations aériennes en bande sahélo-saharienne. Cette semaine, en ce qui concerne les sorties, les avions de la force Barkhane ont réalisé 100 sorties, parmi lesquelles 27 sorties chasse, 22 ISR et 51 missions de transport ou de ravitaillement. Je bascule maintenant en Afrique avec la mission Corimbe et une saisie record de cocaïne dans le golfe de Guinée. Vous l'avez suivi sur les réseaux le dimanche 21 mars 2021 sous la direction du préfet maritime de l'Atlantique et du procureur de la République de Brest. Le porte-hélicoptère amphibie Dixmude, alors en opération Corimbe, a procédé à la saisie record de plus de 6 tonnes de cocaïne dans le golfe de Guinée. Alors, il faut bien comprendre qu'une fois coupée, cette quantité représente une valeur marchande d'environ 1 milliard d'euros. Et le succès de cette opération a été permis grâce à l'excellente coordination de tous les acteurs, qu'ils soient français ou internationaux, qui ont participé à cette manœuvre. Cette opération, elle est d'autant plus importante, emblématique, cruciale, qu'elle représente la plus importante saisie française de drogue en mer. Et j'y reviendrai puisque ce succès n'est pas unique. Et en basculant Proche et Moyen-Orient, mission Jeanne d'Arc, pour évoquer avec vous de multiples saisies encore de stupéfiants pour la mission Jeanne d'Arc. Le 18 mars, le groupe Jeanne d'Arc a quitté le port de Djibouti et a été rejoint par la frégate de surveillance Nivose. Les 3 bâtiments français ont intégré la CTF 150, qui, je le rappelle, est une mission de lutte contre les trafics illicites soutenant les activités de terrorisme en océan Indien. Entre le 19 et le 24 mars, chacun de ces 3 bâtiments français a intercepté et procédé à la fouille de plusieurs boutres. Ces différentes opérations ont été couronnées de succès. Ainsi, le Tonnerre a saisi en 2 fois plus de 6 tonnes de cannabis. Le Nivose a saisi plus de 360 kg de méthamphétamine, plus de 300 kg d'héroïne et près de 1 tonne de résine de cannabis sur 3 boutres différents. Enfin, le Surcouf a saisi lui aussi en 2 fois près de 600 kg de cannabis et près de 100 kg de méthamphétamine. Alors, au bilan, au cours de la semaine écoulée, dans l'océan Indien et au large de l'Afrique de l'Ouest, les forces armées ont saisi 6 tonnes de cocaïne, plus de 8 tonnes de cannabis, plus de 300 kg d'héroïne, plus de 450 kg de méthamphétamine, soit un total d'environ 14 tonnes 8. Pour rappel et mémoire, en 2020, la marine avait saisi en totalité 8 tonnes 3 de produits stupéfiants. Je bascule maintenant au Proche et Moyen-Orient avec la mission Clémenceau 21, puisqu'après avoir patrouillé dans le golfe d'Aden, le groupe aéronaval, le GAN, a soutenu les opérations, lui aussi, de la CTF 150 et également de l'opération de l'Union européenne Atalanta. Le GAN a poursuivi la mission Clémenceau 21 en mer d'Arabie avant son passage du détroit d'Ormuz le 23 mars. Aujourd'hui, le GAN est à quai à Abu Dhabi pour une relâche opérationnelle de quelques jours. Je voulais enfin revenir, concernant la mission Clémenceau 21, sur un exercice emblématique, GASWEX, un exercice de lutte anti-sous-marine avec les États-Unis et le Japon. Du 19 au 22 mars, le GAN a donc été rejoint au sud de la mer d'Arabie par les frégates japonaises Ariake et américaines USS Port-Royal et l'Amphibious Readiness Group, ARG, commandé depuis le porte-hélicoptère USS Makin Island pour mener l'exercice de coopération multilatérale GASWEX. L'ensemble des bâtiments de la force et de l'ARG ont suivi plusieurs exercices dans de multiples domaines de lutte, anti-sous-marine, anti-surface, défense aérienne avec combat air-air. Donc, première coopération entre le GAN et l'ARG, GASWEX, cet exercice est un succès contribuant à améliorer l'interopérabilité du groupe aéronaval avec nos partenaires belges, japonais et américains. Enfin,
Pour clore cette synthèse des opérations, un point sur Chamal. Et lundi 22 mars 2021, lors d'une vaste opération irakienne baptisée Ready Lion, une patrouille mixte de 4 Rafales, Bravo et Charlie de la base aérienne projetée au Levant, ont appuyé les militaires des forces de sécurité irakiennes. Lors de cette mission, les Rafales français ont procédé à plusieurs frappes. 3 jours auparavant, le 19 mars, un Rafale avait également frappé un objectif de Daesh lors d'une mission de Close Air Support. Ainsi, durant près de 2 semaines, l'opération Ready Lion a été menée dans une région montagneuse, comme je le disais, au nord-est de l'Irak, en étroite coordination entre les forces irakiennes et celles constituant et constitutives de l'opération Inherent Resolve. Durant plusieurs jours, les troupes irakiennes ont bénéficié de l'appui aérien de la coalition, parvenant à frapper très durement Daesh, en détruisant notamment ses caches et les positions détenues par l'organisation. Au bilan, cette semaine, les avions engagés dans l'opération Chamal auront donc réalisé 20 sorties aériennes et 3 frappes. Alors, ceci conclut la synthèse des opérations et je suis bien évidemment tout disposé à répondre aux différentes questions. Merci beaucoup, mon colonel. Merci à tous et nous vous donnons rendez-vous jeudi de la semaine prochaine après-midi pour le point presse hebdomadaire. Merci à tous. Belle fin de semaine.